Nous sommes dans Regard croisé à présent. On va parler de la Guinée où Alpha Condé a renforcé le doute sur son troisième mandat. Nous évoquerons naturellement le Bénin. L'opposition a aboyé, mais la caravane des législatives est passée sans problème. On évoquera le Soudan, la prochaine participation des civils au pouvoir et puis le Togo, des attaques terroristes démantelées, des cellules terroristes démantelées selon le chef de l'État Faure Gnassingbé qui s'est exprimé le 26 avril dernier devant le Parlement. Ce soir sur le plateau, Jean-Luc Assiakole, directeur de ivisagetogo.com, c'est une web TV. Ivisage Togo, voilà, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Miro TV. Messan Fioclou Adaglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioclou. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Messan Fioclou qui a cru à un moment qu'on l'avait oublié. Dimas Digodo, directeur de publication de Forum de la Semaine. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui me suivent. La Guinée, le président Alpha Condé, en visite officielle à Abidjan, a une nouvelle fois laissé planer le doute sur une modification de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat en 2020. Il y a un débat en Guinée. Moi, j'observe. Ce qui est évident, c'est que le peuple guinéen est un peuple souverain qu'on ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer. S'il le souhaite, a-t-il répondu à la presse qu'il a interrogé sur le sujet. Il a aussi fait savoir qu'il n'avait de compte à rendre qu'au peuple guinéen et éventuellement au peuple africain, mais pas à l'extérieur. Je fais ce qui sera la volonté du peuple guinéen. Pour le moment, je laisse le doute se dérouler je laisse le débat, se dérouler dans le pays. C'est, Jean-Luc, une manière très habile d'esquiver le débat. Très habile. Hein. Non, moi, j'ai comme l'impression que M. Alpha Condé veut encore empiler pour un troisième mandat. Mais parce qu'à un moment donné, la population guinéenne avait réagi violemment contre cette idée-là de M. Alpha Condé. Et donc, pour le moment, il hésite. Il se demande s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller, qu'est-ce que cela donnera. Et je crois qu'il a peur que son pays ne s'embrase. Et donc, je crois qu'il est en train de jouer à un jeu peut-être très dangereux pour lui. Mais je crois que le monsieur, aujourd'hui, il a bien envie de rempiler pour un troisième mandat. Maintenant, comment le faire? Je crois que c'est ce qu'il est en train de chercher. Chercher les stratégies qui puissent lui permettre de faire ce troisième mandat-là pour que le peuple ne puisse pas s'y opposer. Et surtout avec ce qui est en train de se passer au Soudan, en Algérie, sûrement qu'il doit, il doit en tirer des exemples, des leçons. Et donc, il est méfiant. Et il se dit, si j'ose et que le peuple réagit, peut-être que je partirai peut-être dans la honte. Et donc là, maintenant, il essaie de voir, de tâter le pouls du peuple pour voir quand est-ce que annoncer ce troisième mandat ou ne pas le faire. Mais je sais que le peuple guinéen ne se laissera pas faire. Parce que c'est un peuple qui a déjà réagi par rapport à cela. Et si M. Alpha Condé tente encore le coup, le peuple, il verra le peuple guinéen devant lui. Alors, mais sans faire plus, en général, lorsqu'on ne veut plus briguer un troisième mandat, on le dit tout de suite, on ne laisse pas planer le doute normalement. Non, compte tenu des antécédents, moi je suis sûr et certain que M. Alpha Condé veut rempiler. Même si on fait un détour, les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir, tout le monde les connaît. Tout ce qui s'est passé avec ces anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les dialogues qu'il a eu avec le dialogue, tout ça, ça prouve que ce monsieur veut vraiment rempiler. Parce qu'il a souvent dit que la Guinée, c'est pour les Guinéens, non, c'est pas pour les étrangers. Et en tant qu'opposant de première heure, il est question aujourd'hui qu'il montre l'exemple du niveau professeur qu'il est. Mais malheureusement, je ne sais pas, la mouche qui les pique, quand ils accèdent au pouvoir, ils font pire que les illettrés. Donc, moi, le problème d'Alpha Condé... Est-ce que les illettrés accèdent au pouvoir? Les intellectuels. Les intellectuels, quand ils accèdent au pouvoir, se comportent des fois comme ceux-là qui n'ont pas le niveau CEPE, et je regrette. Dimas. Oui, moi, ça me fait poser le débat dans sa globalité. En ce qui concerne la notion ou bien le concept de l'alternance en Afrique. C'est vrai qu'Alpha Condé, si nous amenons le débat au niveau de la Guinée,
il est clair que Alpha Condé veut rempiler. Il est en train de tâter le pouls de la population et voir comment ça va passer. Jean-Luc en a parlé. Et c'est ça la réalité. C'est Diallo, le chef de file de l'opposition, a fait une sortie tonitruante, une sortie à la limite dangereuse, en appelant l'armée guinéenne à suivre l'exemple de l'Algérie et des autres pays où elle a eu à intervenir pour pouvoir redresser les choses. Alpha Condé peut l'arrêter. Lui, il ne s'amuse pas avec des choses comme ça. Il peut trouver une petite faille pour l'arrêter. Mais moi, à mon niveau, c'est le débat même du concept de l'alternance qui doit se poser. Et je pense que les intellectuels africains fuient le débat. Ils ne posent pas le débat comme il faut le poser. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas en Afrique? Pourquoi? Ce n'est pas question de ceux qui sont montés au pouvoir, mais le problème c'est que dans tel pays ou tel autre, le Bénin est réputé un exemple démocratique sur notre continent. Pourquoi immédiatement c'est remis en cause? Pourquoi ça ne marche pas en Afrique? Je pense que le débat doit se poser dans ce sens et qu'on puisse, au niveau de l'Union africaine, cesser de suivre peut-être bêtement l'opinion, reposer la question en tenant compte de la réalité de l'Afrique et voir qu'est-ce qui peut marcher. C'est ça, si vous prenez l'Orient, pourquoi est-ce que les Occidentaux n'imposent pas cette histoire de république, d'alternance ou de ceci ou de cela là-bas? Parce qu'ils savent que ça ne marchera pas. Parce qu'ils savent que peut-être ils ont quand même les moyens de leur résister, puisqu'ils viennent là-bas pour ramasser. Ici, chez nous aussi, ils viennent ramasser les choses. Mais reposons le débat autrement. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, la question de la démocratie telle que conçue par les Occidentaux et surtout la question de l'alternance ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Jean-Luc. Je crois que c'est vrai, il faut reposer le débat, mais moi je pense qu'en matière de démocratie, c'est un long processus. C'est-à-dire que pour les pays africains, on vient, c'est maintenant qu'on est en train de rentrer dedans pour la plupart de ces pays africains-là. Et c'est des notions peut-être je ne dirais pas, maîtrise pas, mais c'est un processus. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Même quand nous prenons la France n'est pas devenue une démocratie parfaite du jour au lendemain. Mais nous, on veut nous faire devenir cette démocratie parfaite. Non, je ne crois pas. Non. C'est ça, c'est ce qui se passe. Non, je crois que c'est un travail qui doit commencer. Et ça doit commencer quelque part. Il faut quand même qu'il y ait l'alternance. Et maintenant, petit à petit, qu'on évolue. Et peut-être avec ceux qui vont venir, qu'on commence par sauvegarder la tradition. En fait, quand je prends par exemple le Bénin, je dis c'est des gens qui viennent foutre le bordel. Aujourd'hui, M. Talon est en train de foutre le bordel dans ce pays. Ce que les gens ont pris le temps de faire, les Soglo et autres, lui vient pour... Alors je dis, c'est pour moi, ça se résume à ces dirigeants-là qui arrivent au pouvoir sans aucune vision, sans peut-être aucune notion d'humanité, sans aucune notion d'humilité, qui pensent qu'ils peuvent se permettre tout. Alors, quand je reviens encore avec l'exemple de M. Talon. Quand vous prenez quelqu'un comme M. Talon, mais c'est quelqu'un qui était pourri de fric avant de venir au pouvoir. Et donc, c'est quelqu'un, il se considère comme le tout-puissant. Quelqu'un qui n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit, parce qu'il est immensément riche, il n'a rien à foutre avec les autres. Et donc, arrivé au pouvoir, il ne peut que faire ce qu'il a toujours eu à faire. Et ces exemples-là, on en a un peu partout. Mais si nous prenons le cas l'exemple à l'opposé ou à contrario, nous prenons le cas d'Alpha Condé. Mais un professeur d'université qui a passé tout son temps dans l'opposition, qui a combattu les mêmes choses qu'il est en train de défendre maintenant, ou bien qu'il est en train d'instituer maintenant. Malheureusement, c'est vrai. Mais c'est là où je dis ça se résume aux dirigeants, aux hommes, de gauche ou de droite. Non, le problème se pose dans son essence en Afrique. De morale, et c'est une question aussi d'éducation. Quand je ne sais pas, tu es bien éduqué, il y a certaines choses quand même qu'on ne peut pas faire.
Il y a certaines choses quand même, on doit avoir des limites devant certaines choses. Et je crois que ces dirigeants-là, quand je prends Condé, à un moment donné, je me dis, peut-être qu'avoir fait trop aussi l'opposition, peut-être... dans ce cas, si Fabre non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Le président guinéen dit, je fais ce qui sera la volonté du peuple guinéen. C'est quand même là le principe démocratique. C'est le gouvernement du peuple par le peuple. On consulte le peuple sur des questions importantes, notamment la question d'un troisième mandat. Oui. Bon, moi, je pense que tel que le problème a été posé par Dimas, il revient aux conseillers de nos chefs d'État de leur dire la vérité. S'ils sont là pour diriger le pays, il faut d'abord l'intérêt du peuple. Mais je pense que pour un certain nombre de chefs d'État, c'est leurs propres intérêts, c'est leurs affaires. Le cas de la Guinée ne peut jamais surprendre parce que ça fait presque 2 ans qu'il est en train de baliser le terrain pour un troisième mandat. S'il est parti en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a une frontière commune avec la Guinée. Le problème, c'est quoi? Blaise Compaoré a voulu toiletter la Constitution. Il est parti. Ce que le général Sekouba a fait dans ce pays avant de remettre le pouvoir suite à une élection à M. Konaté, M. Alpha Condé, on est en train de voir qu'il tourne le dos à la démocratie qu'il a portée au pouvoir. Est-ce que les Guinéens vont rester les bras croisés? Surtout qu'au premier tour de cette élection, il était en dessous de 20%. Ce qui veut dire que nous avons la main de la France derrière. Personne ne sait aujourd'hui. Parce que dans toutes les colonies... Est-ce qu'on ne va pas aussi intégrer la main de la France derrière tout? Mais le président Idriss Déby a dit, lui, il était dans son bureau, on lui a dit qu'on a fait ceci, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Il n'arrive même pas à se rappeler du nom de celui qui était envoyé. Le conseiller qui était envoyé lui a dit, bon ben... Celui qui arrive à sauvegarder l'intérêt de la France peut rester et peut toiletter la Constitution comme il l'entend. C'est la triste réalité que nous vivons en Afrique francophone. Mais dis-moi, c'est un débat quand même qui est intéressant, c'est que la plupart des pays francophones ont calqué leur constitution sur le modèle français, en oubliant par exemple en 92, pour la plupart des pays qui ont écrit leur constitution dans les années 90-92, c'est que la France n'avait pas limité le mandat à l'époque. Oui, la France n'avait pas limité. Les nôtres se sont empressés de les limiter, puis après de sauter ces verrous. Ils ne se sont pas empressés, on leur a demandé de le faire. La France leur a demandé de le faire. À un moment donné, ils ont vu que, bon, peut-être qu'ils ont envie de prêcher ces concepts nouveaux et qu'ils ont vu que quelque part aussi ça menaçait un tout petit peu leurs intérêts. Et c'est pour cela que la situation du Tchad, par exemple, s'est posée, où Idriss Déby est dans son bureau, ils ont tchatché un tout petit peu au sein de l'opposition. Ils ont vu que mais il n'y a personne pour pouvoir incarner réellement, soit peut-être la stabilité du pays, soit les intérêts français. Alors là, il faut envoyer quelqu'un rapidement pour modifier la Constitution pour qu'il puisse rester. Au même moment, ce n'est pas le même discours qui est prêché, qui est tenu dans d'autres pays aussi à côté. Et donc, moi, je reviens toujours sur mon inquiétude. Il faut que la question de la démocratie telle que conçue par l'Occident se repose en Afrique. Il faut que les intellectuels travaillent en ce sens. Soit c'est l'Union africaine qui met sur pied un groupe, un comité, un think tank pour pouvoir réfléchir là-dessus. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer où on prend un pays où on voit les choses aller normalement et à un moment donné, tout est remis encore en cause. Mais il y a des pays quand même où ça va très bien. Oui, mais pour le moment, oui, ben voilà, les pays anglophones. Mais vous allez voir combien de fois on a crié sur, si nous prenons le Ghana, celui qui est au pouvoir maintenant, combien de fois il a crié qu'on l'a triché, on l'a triché avant qu'il ne parvienne au pouvoir. Jusqu'à quand ça va durer? C'est ça.
Actuellement, il y a encore un test grandeur nature qui sera devant lui, c'est son élection. Alors, vous allez voir comment il est contesté à l'interne. On verra bien, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va respecter les règles du jeu. C'est ce qui se passait au Bénin. Tout se déroulait. Normalement, Kérékou est parti, il est revenu démocratiquement, les autres Soglo a été battu avec un seul mandat. Il a organisé l'élection lui-même, il a perdu, il s'est incliné. Et c'est Talon qui est venu pour tenir une promesse, c'est-à-dire pour donner une promesse, pour faire une promesse, qui se retrouve lui-même dans la difficulté de tenir et qui écarte tout le monde systématiquement sur son chemin. Donc, c'est pour dire que ça ne va pas. En Afrique, ça ne va pas. La question de l'alternance au sein de cette œuvre qui consiste la démocratie, ça ne va pas en Afrique. Mais pourquoi ça ne va pas? Nous ne pouvons pas être des gaillards qui ont fait ces études-là un peu partout, qui sont bardés de diplômes de gauche à droite, et que cette question peut se poser à nous, et que nous, les intellectuels africains, on soit incapables de trouver une solution à cela. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Tout de suite, on va juste marquer la première pause.